Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Fabienne Bichet est une survivante, une guerrière, parvenant sous nos yeux à transformer une expérience éminemment douloureuse en un manifeste de résistance et d'optimisme. Cette expérience, c'est celle de l'enfance violentée et violée. Et ces mots, ce sont ceux de l'historienne Véronique Blanchard. On les lit dans la postface du livre de Fabienne Bichet, qui est aujourd'hui l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur le thème de l'océan. Question du jour. Quelle part de l'oxygène que nous respirons devons-nous aux microalgues et aux phytoplanctons qui sont dans l'océan? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Christine Causse. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Catherine Maury. Sujet de la salle des profs du jour, un hommage à tous ces élèves qui, par leur orthographe baroque, se révèlent être des poètes un peu involontaires. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Moi, Fabienne B, mauvaise fille, c'est le titre du récit autobiographique que publie aux éditions textuelles Fabienne Bichet, jusque-là connue comme une des directrices de casting les plus recherchées au cinéma comme à la télévision. On va évidemment en parler de cette vie et notamment de cette enfance et de cette adolescence ballottée, violentée, violée, mais le livre se lit aussi comme une chronique éducative et sociale, puisque cette histoire singulière croise celle d'autres filles, d'autres femmes, victimes des errements de l'aide sociale à l'enfance ou des méthodes arriérées de certains internats catholiques. Et pourtant, c'est un autre fil que je voudrais tirer en tout début d'émission, celui qui nourrit aujourd'hui la vie de Fabienne Bichet, le rapport au mot, le rapport à l'expression. Fabienne, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, un peu ému parce que votre livre m'a ému, et donc c'est toujours quelque chose de très particulier. Les mots sont devenus les instruments de ma vie, écrivez-vous. Cette découverte a façonné mes choix, ma manière d'être avec les autres. Quand et comment découvrez-vous que ces mots peuvent être salvateurs? J'ai pas retenu grand-chose de l'endoctrinement religieux catholique quand j'étais au Bon Pasteur, mais par contre, je me souviens juste d'une phrase, une seule. Au commencement était le verbe, puis blablabla, blablabla, mais au commencement était le verbe. C'est quelque chose qui est rentré en mémoire, et par la suite, quand je suis sortie du Bon Pasteur, que j'ai connu l'errance, la précarité, la survie, que j'ai été prise dans les réseaux de la prostitution, que je criais beaucoup, que je hurlais ma souffrance, j'ai très vite compris que les cris, personne ne les entend, les hurlements, personne ne les comprend, que la violence, personne ne la décrypte. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que le verbe était une vraie nécessité et j'ai entendu parler du CNED, et c'est là où j'ai commencé. Le Centre national d'enseignement à distance et puis la Gare des Michards qui vont être mes compagnons de route pendant des années. Je ne vais pas vous faire votre psychanalyse, mais donc on est passé de l'écrit en deux mots à l'écrit et l'apostrophe, écrit et l'écriture qui sauve. Alors les mots, c'est pour nommer et quand vous entrez dans la vie, vous entrez avec un matricule que vous n'avez jamais oublié. 59. Je préfère l'oublier. Vous préférez l'oublier. Mais ça se termine par 56 comme 1956, année de votre naissance. Et on est dans cette France qui se relève tout juste de la guerre. Oui. Et votre mère est à la fois jeune, pauvre, et quand vous arrivez au monde, c'est une complication pour elle. Elle vous laisse. Et elle m'abandonne là. Ouais. Elle vous abandonne et elle revient vous chercher. Oui. Et j'ai eu une petite fenêtre où j'ai eu une vie presque normale. C'est-à-dire... c'est là où j'ai pensé que je serais infirmière, parce que la grand-mère était infirmière, avec sa blouse blanche. Et dès que j'étais malade, j'étais à la clinique de Salins-les-Bains. Donc, ça a été mon repère, cette grand-mère. La maison j'étais dans une ferme avec les vaches, avec la campagne, etc. C'est dommage. Le seul point noir, c'est qu'il y avait le grand-père. C'est qu'il y avait le grand-père. Une vie rythmée par le chant des oiseaux et le bruit des sabots. Vous lisez à l'époque, on vous raconte des histoires ? Le petit chaperon rouge, parce que vous le citez dans le livre, on vous le raconte, vous le connaissez? Je ne sais pas si je le connaissais à ce moment-là, mais effectivement, je me suis vue comme la proie. Je me suis vue comme la proie du loup. Et on sait que le petit chaperon rouge, si on a lu De grandes dents, enquête sur un petit malentendu de Lucille Nova, on sait que dans le petit chaperon rouge, c'est une histoire d'inceste, et c'est ce que vous fait subir votre grand-père. Dans la grange derrière l'échelle. Petite enfance, pourtant, dont vous dites ne pas garder un mauvais souvenir. Il faut un jour que vous découvriez un rapport de l'assistante sociale pour comprendre ce que vous avez traversé. C'est exact.
Pour moi, je garde le souvenir de la nature, de la campagne, des vaches, de Maurice Bichet qui dans mon souvenir, était protecteur, de la grand-mère, qui était une femme d'autorité. Et c'est le rapport oui, et c'est le rapport d'assistance sociale que j'ai lu quand j'ai reçu mon dossier. Donc là, après avoir fait le documentaire Mauvaise fille d'Emerance Dubas, c'est là où j'ai réclamé mon dossier et j'ai découvert que c'était pas si rose. Voilà, vous découvrez que vous êtes maltraité, battu dans un environnement qualifié de très précaire. Et là, à un moment donné quand même, la puissance publique se dit qu'il y a un problème et on vous retire pour vous placer une première fois. Enfin, une première fois, non, parce que vous l'avez été à la naissance. Mais bref, pour vous placer de nouveau. Oui, parce que quand je suis arrivée dans le Jura, j'étais déjà à ma 5e maison. Passé par 3 ou 4 maisons, voilà, c'est ça. Oui. Et là, on m'a placée dans un orphelinat qui était supposé être protecteur pour moi, sauf qu'il était mixte, qu'il y avait des garçons qui avaient 15-16 ans, qui commençaient déjà à avoir un gyrophare dans le pantalon. Je rigole, c'est pas drôle du tout. Il y avait Claude. Et il y avait Claude. Et Claude, pourquoi c'est tombé sur moi plutôt qu'une autre? Peut-être parce que j'avais déjà été confrontée à la sexualité plus tôt. En tout cas, un jour, je me suis retrouvée... Enfin, un jour, il y a quelqu'un qui a vu à la cantine. Et j'étais... Que Claude était en train d'abuser de vous sexuellement. Enfin, il faut dire... Je mets les mots, hein. Voilà. Mettez-les. Ouais. Et là, c'est à partir de là que j'ai eu mon étiquette qui me condamnait à être une mauvaise fille, une fille déviante. J'avais 10 ans. Et j'étais considérée comme une fille vicieuse, déviante. Voilà, déviante et vicieuse, si j'ai bien lu. Dans ce pensionnat qui est pas loin de Cherbourg, parce qu'alors aussi, on va pouvoir tout résumer, parce que ne serait-ce que de raconter où vous avez vécu, ça prendrait une émission entière. Vous découvrez quand même un premier ami, c'est le chien. Le chien méchant. Oui, mais le chien était... Oui. J'avais compris, j'avais des instincts de survie. Ouais. Et au lieu de manger ma viande à la cantine, chaque jour, je la portais au chien et pour me faire protéger par le chien à chaque fois que ça tournait mal pour moi. Et si bien que vous profité de la... Et j'ai fini par adopter le chien. Le chien plutôt a fini par m'accepter, m'adopter et me protéger. Et par vous protéger. Néanmoins, après cet incident, cette dénonciation de ce qui était en train de se passer, comme par hasard... C'est de votre faute à vous et pas de la faute de ce garçon qui était en train d'abuser sexuellement de vous. Et donc, il faut partir. Mais votre mère va continuer à revenir vous chercher. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a fasciné en vous lisant. C'est qu'à plein de moments, elle revient vous chercher. Cette mère qui vous abandonne à répétition, c'est quand même aussi une mère qui sait que vous êtes là et qui, quelque part dans son esprit, j'imagine, essaye de vous protéger. Ou de s'occuper de vous, du moins. S'occuper de moi, non. Non. Elle a essayé, elle s'est rendue compte que... Bon, elle m'a fait kidnapper du Jura. Je suis passée de la ferme à un HLM. Je pense que j'étais quand même bien en résistance. Je m'étais remis à pisser au lit. Et je pense que je leur ai fait payer ce déménagement. Je pense que j'étais pas une gamine facile, donc elle n'a pas su gérer. Et à nouveau, les services sociaux m'ont retirée et replacée. Ouais, surtout si on demande au lapin, vous n'étiez pas une gamine facile. Vous racontez une scène qui fait froid dans le dos, mais de douleur enfantine et d'incapacité à trouver les mots. Et vous n'avez pas les mots, et à un moment donné, un déchaînement de violence contre un pauvre clapier. Et de reprendre le pouvoir sur quelque chose. C'est ça. Voilà. Et bon, pour dire les choses, là encore, ça se passe avec un bâton, et il n'y a plus beaucoup de lapins très vivants à la fin de l'histoire. Direction Toulouse, un nouveau beau-père et de nouvelles violences. À la fois contre votre mère, mais contre moi aussi. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans et lors de mon transfert, avant d'arriver au Bon Pasteur, le monsieur s'est servi. Vous arrivez au Bon Pasteur, vous l'avez déjà évoqué en début d'entretien. Il y a eu plusieurs enquêtes sur cette congrégation et notamment un article dans Le Monde en 2022 où vous témoignez à visage découvert. 50 ans de silence volent en éclats parce que... Alors, vous aviez commencé à parler un peu, je crois, devant la protection judiciaire de la jeunesse, au moment où vous parlez dans Le Monde, mais c'est tout récent à ce moment-là de l'histoire. C'était tout nouveau. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, tout ce qu'on a vécu, toute cette maltraitance qu'on a vécue dans cet ancien, je vais raconter? Ça a pris du temps, parce qu'il faut déjà du temps pour mettre de la distance avec ses blessures, pour pouvoir les verbaliser. Et j'ai pris... C'est d'une part Véronique Blanchard et... Emerance Dubas, conjuguée, qui m'ont persuadé que mon témoignage était nécessaire, que mon témoignage était un message d'espoir et j'ai bien pris conscience de ça. C'est ce qui a été le moteur qui fait que j'ai accepté. Et il ne faut pas oublier. Je pense que c'est nécessaire de comprendre que l'enfermement ne répare personne, que la prison ne répare personne,
que mettre des cadenas sur les blessures, ça ne répare personne. Il faut qu'on sache que ces maisons de redressement ne redressent personne, qu'on ferme leurs portes une fois pour toutes, qu'on arrête de confier des enfants à des religieuses qui n'en ont pas, qui nous détestent, qui nous tuent à petit feu, à coups d'insultes, de fouets, d'humiliation. Voilà ce que vous écrivez dans Moi, Fabienne B, mauvaise fille. Ça vient de sortir chez Textuel. On va évidemment continuer à en parler. Parler aussi de la suite, parce qu'il y a une suite et qui est une suite plus favorable. Et on va le faire simplement juste après l'anti-sèche. Moi, Fabienne B, mauvaise fille, c'est aux éditions Textuelles. La couverture dit un récit d'émancipation à l'écriture brute viscérale. Je vous certifie que c'est tout à fait vrai. Les chapitres sont brefs, la plume est extrêmement incisive, acérée, et c'est à la fois gorgé de douleur, gorgé d'humanité aussi, mais aussi d'espoir. Fabienne Bichet. Moi, quand j'ai vu Fabienne B, mauvaise fille, pour les gens de ma génération, ça sonne. Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, le livre de Christiane Felcherinoff, une Allemande qui était connue à la fin des années 70 pour ce témoignage. Il y a une dimension qu'on n'a pas, par exemple, et on se dit, avec tout ce que vous encaissez depuis la naissance, et pendant quand même 20-25 ans, ça dure à peu près, jamais la tentation des paradis artificiels, jamais la tentation d'anesthésier la douleur avec de l'alcool, de la drogue, vous ne le racontez pas? Non, je n'ai pas eu besoin de ça. Quand la souffrance était trop grande, je me mettais en mouvement et je cours. Vous couriez, ça c'est que vous racontez. Je cours jusqu'à l'épuisement, je cours pour déplacer la douleur. Je cours pour masquer la souffrance. La première fois que vous avez parlé de ces souffrances, c'était donc en 2022. Et entre cette jeunesse fracassée qu'on a commencé à raconter et le moment où vous parlez, il y a une carrière de directrice de casting. On ne va pas pouvoir tout raconter parce que c'est une carrière brillantissime. Mais vous ne pouvez pas ne pas avoir vu un film dont... vous ne pouvez ne jamais avoir vu des films dont Fabienne Bichet s'est occupée ou des émissions de télé, notamment si vous regardiez Canal à la grande époque. Pas maintenant, mais à la grande époque. Un petit arrêt quand même sur vos 18 ans, parce qu'on a beaucoup fait d'émissions sur l'aide sociale à l'enfance ici. 18 ans, ça s'arrête. Alors pour vous, en plus, vos 18 ans tombent l'année où Giscard met la majorité à 18 ans. Ça aurait pu durer jusqu'à 21, mais là, à 18 ans, et on vous met à la rue. C'est ça. Et là, ce genre d'établissement, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pareil. Ce genre d'établissement est surveillé par les réseaux de la prostitution, qui sont très organisés. Et ce qui est terrible, c'est que quand 15 ans sans affection, 15 ans en dortoir, 15 ans où on ne vous apprend qu'à obéir, à vous soumettre, vous n'avez pas appris à dire non, vous n'avez pas appris à exister comme une personne. Je n'ai connu que la dévalorisation, je ne valais rien. Et j'étais une proie idéale pour la prostitution. Donc j'ai subi toutes ces violences-là jusqu'à être vendue pour la traite des blanches. Absolument, et miraculeusement presque, pardon. Miraculeusement, on peut le dire. On ne va pas dire beaucoup de bien des religieuses et des religieux aujourd'hui dans cette émission, avec ce que vous avez subi là-bas, mais vous réussissez à vous en sortir. Et il va y avoir une série de rencontres incroyables. On ne va pas toutes les raconter, mais vous avez quand même une vie extraordinairement romanesque. Un jour, vous aidez quelqu'un sur le bord de la route, il y a eu un accident de voiture, vous le raccompagnez chez lui, vous commencez à parler avec le propriétaire de la maison. C'est André Malraux. Complètement dingue quand même. Incroyable. Malraux, plutôt sympa d'ailleurs. Enfin, pas super sympa, mais il vous parle. Mais pour moi qui n'avais pas connu, qui n'ai fait que me taire, qui était complètement à l'abri de la culture pendant toutes ces années, qui n'ait pas été scolarisé, parce que dans les bons pasteurs, on nous faisait travailler, on ne scolarisait pas. Vous faisiez des boîtes pour les glaces Gervais. C'est ça. Et vous n'étiez pas payé pour. Non, c'est les Par sœurs. contre, les religieuses étaient payées, ouais. Oui. Fallait faire tourner l'institution. Ouais. Et passer de cette extrémité-là à la rencontre avec André Malraux, c'est vrai que c'est assez lunaire. Alors, c'est une rencontre qui ne va pas durer, il n'y aura pas de suite. Non, il y a d'autres rencontres où il y a plus de suite, notamment avec la famille Beltoise, famille mythique, là encore, pour les gens de ma génération, c'était des grands pilotes automobiles, super connus dans toute la France à l'époque. Et cette rencontre avec le CNED, c'est en fait une serveuse. Parce qu'à l'époque, on trouve du boulot, il faut dire l'avantage de cette époque, on trouve du boulot facile, et vous trouvez du boulot comme serveuse, et une collègue vous parle du CNED. Oui. Et là, vous vous inscrivez et vous achetez le Lagarde et Michard. Et j'achète toute la collection de Lagarde et Michard, et à partir de là, j'achète les livres, et je comprends que c'est le verbe, que c'est l'acquisition du langage commun, du langage des puissants, qui va me faire changer de palier, qui va me permettre de... J'ai compris que c'était le verbe qui serait mon ascenseur social. Et le verbe et le culot.
Ça, c'est ma mauvaise Et 2, éducation. 3 mensonges quand même. Enfin, c'est extraordinaire. Hein. Si vous avez envie d'apprendre, je ne sais pas si ce serait encore possible aujourd'hui entre Vigipirate et tout ça, mais comment assister à toutes les premières du Festival de Cannes, vous lisez le bouquin. Hein. Il y a toujours des failles dans tous les systèmes. Ouais. Et j'ai gardé ce goût de chercher la faille dans un système. Et la première faille que vous trouvez, c'est celle qui va vous permettre de vous... C'est une faille sympa, ceci étant, hein, qui va vous permettre de vous glisser dans cet univers du casting, Oui, et notamment du casting de figurants. oui. J'ai fait des très grands films. Et comme dans toute mauvaise chose, il y a aussi des bonnes choses. C'est-à-dire qu'à force d'être en survie, j'ai développé une hyperactivité. Et cette hyperactivité m'a beaucoup servi pour apprendre mon métier. Parce que j'essayais de dire que je savais faire. Et derrière, il fallait que j'apprenne. Il fallait le faire en vrai. Oui, c'est ça. Et heureusement, j'avais énormément d'énergie. Et je travaillais le jour, la nuit, tout le temps. Parce que on me faisait confiance et je voulais mériter cette confiance. Voilà, et c'est comme ça. Alors, vous avez des scènes d'anthologie dans le bouquin. La scène au dépôt, qui était une grande boîte homosexuelle à Paris dans les années 80. Quand vous y allez, je crois que c'est pour le Marginal de Belmondo. Oui. Déguisé en homme, pour le coup, en garçon, pour réussir à rentrer et pour repérer des figurants. Tout ça est... Enfin, lisez-le. Il n'y a pas que des choses terribles dans ce livre. Intitulé donc « Mauvaise fille », restez à ne pas devenir une mauvaise mère. Et ça, au moment où vous le devenez... Ça vous effraie, ça vous tétanise. Ah, c'est compliqué, là. Heureusement, il y a des livres aussi pour ça. J'ai lu Françoise Dolto, Laurence Pernoud, enfin, Bruno Bettelheim, Winnicott, enfin, tous les auteurs qui écrivaient sur l'enfance pour apprendre à élever mes enfants. Mais pour autant, vous le dites, j'ai tout lu et j'y arrive pas, il me manque un modèle de parentalité, c'est du moins avec votre premier fils. Ça, c'est vrai. Et ce qui manque aussi, c'est ma capacité à faire confiance et à lâcher prise. Donc avec mon mari, ça a créé tellement de conflits aussi. Malgré tout, il est resté. Hein. Mais beaucoup de conflits sur l'éducation. Lui, il avait des repères. Il faisait pour ou pareil que ses parents, mais il avait des repères. Et moi, j'inventais. Vient quand même ce moment où Julien, votre premier fils, vous le mettez en pension. Et ça doit être... Ouais. J'ai pensé que les institutions feraient mieux que moi. Et j'ai pensé que je ne savais pas faire et que voilà, et que sans doute les autres sauraient mieux faire que moi. Je sais raconter la violence, l'abandon, la survie, les humiliations. Je sais mettre des mots sur ces déserts. Le langage vient, brut, direct. Peut-être parce que la douleur, à force de revenir, est devenue familière. Il y a quelque chose que je peine encore à dire. Le bonheur. Je viens de citer un extrait de votre livre. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir du mal à dire le bonheur. Tolstoï disait que toutes les familles heureuses se ressemblent, mais que chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. Donc en fait, si on ne raconte pas les histoires malheureuses, on ne raconte plus rien. Aujourd'hui, vous arriverez à mettre des mots sur le bonheur ? Je veux le protéger, ça reste chez moi. Ça reste chez vous. Alors pourtant, mettre des mots, c'est devenu votre vie. Je voudrais qu'on termine là-dessus, puisque vous êtes devenue autrice, ce bouquin aux éditions textuelles, mais aussi formatrice. Comment ça se passe, cette bascule du casting vers la formation à la prise de parole en public ? Parce que j'ai pas eu les mots, j'ai été interdite de parler, j'ai été... Pendant toute ma jeunesse, on m'a pas donné la parole, je n'ai entendu que « tais-toi et obéis ». Et après, au fur et à mesure de petits succès, j'ai acquis une certaine notoriété dans mon métier. Donc j'ai été invitée beaucoup dans des festivals de cinéma pour remettre des prix. Une notoriété certaine, vous êtes modeste, mais on peut le dire. Donc j'ai été invitée beaucoup dans les festivals de cinéma pour remettre des prix aux acteurs et monter sur le podium, prendre le micro, être sous les projecteurs. Oh, ça me coupait la parole immédiatement. Mais petit à petit, vous allez quand même y arriver. Mais j'ai remonté, recommencé. Je m'humiliais à chaque fois au début, mais les humiliations, j'en avais connu des tellement pires que finalement, c'était pas grand-chose. Oui, vous n'avez pas peur de grand-chose quand même. Je pars de très très loin, donc... Ouais. Et pourtant, avant de commencer cet entretien, vous m'avez dit quand même, j'adore pas cet exercice, forcément. C'est difficile de passer de l'ombre à la lumière. C'est ça. Hein. C'est extrêmement difficile. J'ai choisi un métier de l'ombre. C'est les autres que je mets dans la lumière. Et vous aidez les autres à se mettre en lumière maintenant avec toutes ces formations que vous délivrez. Vous avez inventé un module de formation quand même. Exactement. Oui, je leur apprends la prise de parole en public. J'enseigne l'art oratoire dans une université. Et parce que je me dis que si j'avais appris tout ce que je sais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris à force de travail et d'humiliation aussi, si j'avais pu apprendre ça beaucoup plus jeune, j'ai eu une très très belle vie. Mais ça aurait été encore bien mieux. Ouais.
C'était quand même pas facile et pas gagné d'avance. Moi, quand je vous lis, j'ai ces chiffres qui me reviennent en tête, que j'ai oubliés, mais je crois que c'est plus de la moitié des personnes sans domicile fixe en France aujourd'hui qui sont des anciens enfants placés de l'ASE. Et quand on lit votre histoire, quand on lit vos 18 ans notamment, évidemment ce qui précède, mais ce moment où on se retrouve littéralement à la rue, on comprend malheureusement pourquoi les chiffres sont aussi spectaculaires dans ce sens-là. Fabienne Bichet, merci. On va retrouver, vous restez avec nous ? Oui. On pousse les portes d'une salle des profs très très spéciale chaque semaine. On le fait avec Catherine Maury qui nous livre ses petits secrets de professeur. La salle des profs et évidemment Fabienne Bichet, moi Fabienne B, mauvaise fille, c'est aux éditions textuelles. Il faut présenter le livre. Oui, on le voit. Oui, on a prévu ça. Bon. Non, regardez, Oui. si c'est pas bien fait. Merci. L'anti-sèche. Pas du tout. La salle des profs. Je m'écris. Clotons cette chronique, merci beaucoup. Et clotons aussi cette émission. Mais clotons-la en ouvrissant le livre de Fabienne Bichet, moi Fabienne B, mauvaise fille. C'est méchant de faire ça parce que c'est un livre qui justement attache une importance remarquable aux mots, au style, à l'écriture, à la langue, au rythme, à la respiration. Lisez-le, Fabienne, merci de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Catherine, merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV et nous clotons cette émission.